Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette nouvelle webconférence stratégie. On est ravis de vous retrouver. On va attendre, il est 11 heures et passé de quelques secondes. On va attendre le temps que tout le monde se connecte un petit peu. On voit la salle d'attente qui se remplit. Je vais juste profiter de ces quelques secondes pour vous rappeler qu'on est jeudi et que jeudi, ça rime avec stratégie. Donc, nous avons un nouveau magazine qui est sorti aujourd'hui, qui vous attend en kiosque et peut-être chez vous si vous êtes abonné. Un numéro avec un dossier transition, avec les DIRCOM engagés, les DIRCOM qui essayent de travailler à la transformation des marques sur la sobriété et, euh, et la fin de l'abondance et qui essaye de transformer toutes ces marques de l'intérieur et transformer les entreprises. Donc vous pouvez retrouver tout ça en kiosque. C'est une conférence qui vient de notre festival qui avait lieu la semaine dernière, sur lesquels les DIRCOM engagés ont raconté un peu tout le travail qu'ils faisaient. Voilà, écoutez, la jauge se remplit très très vite. Visiblement, vous êtes très nombreux à venir nous regarder, donc tant mieux. On va pouvoir commencer. Donc, on a trois invités aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est chaud bouillant. On ne peut pas dire le contraire. Il y a énormément d'actualités qui s'y rattachent. On a la non-fusion, donc TF1-M6, qui change tout l'univers télé et digital aussi. On a l'arrivée de grands de la VOD. On a énormément d'avancées techniques aussi ces derniers mois. On a eu énormément de changements au niveau des consommations ces derniers mois, au niveau de la consommation vidéo. Résultat, il y a une offre pléthorique de partout. Et c'est peut-être parfois un peu compliqué de comprendre ce qui se passe et pour les marques de savoir exactement où mettre leurs investissements en vidéo. C'est pour ça qu'on a intitulé cette conférence Télé-linéaire, connecté, streaming, VOD, quelle cohabitation. Et on va essayer d'y répondre avec nos invités. Donc on a comme invité Anne Beaumont, qui est directrice médias, social data et France chez Danone. Bonjour Anne. Bonjour à tous, ravi d'être là. Nous avons François-Xavier Leray, General Manager France et Belgique de The Trade Desk. Bonjour François-Xavier. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Et enfin, on a aussi Hervé Ribaud-Schinberg, directeur médias, trafic et acquisition d'Intermarché. Bonjour Hervé, bienvenue à vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer sans plus tarder. Avant de rentrer dans les débats, de s'écharper, de se disputer ou d'être totalement d'accord, on va, je pense, essayer de faire un petit état des lieux et une petite photo de ce qui se passe en vidéo. François-Xavier, juste, il y a une énorme croissance de la vidéo en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est si fort que ça? Où est-ce qu'on en est exactement? Tout à fait, enfin, ça fait plusieurs années effectivement qu'on voit les investissements vidéo et notamment dans l'univers du digital croître de façon significative et porter la croissance du marché de la publicité en ligne. Ce qui se passe, c'est un changement des habitudes de consommation, une mobilité des audiences qui forcément attire également les annonceurs, puisque l'enjeu étant de pouvoir toucher les audiences où elles se trouvent. Aujourd'hui, on a certaines générations qui ne consomment plus les médias traditionnels et qui ne consomment plus que des médias en ligne. Mhm. Et donc ça a effectivement entraîné un changement considérable du marché sur ces dernières années. La pandémie a aussi, la croissance du digital a changé la consommation et tout le monde, enfin, c'est devenu beaucoup plus habituel de consommer des contenus, même, on va dire, des grands films ou des choses comme ça chez soi, quoi. On a été habitué à plus sortir de chez soi, donc ça se reporte sur le digital. Effectivement, les 2 dernières années qu'on a vécues ont accéléré l'adoption des médias digitaux et l'adoption des plateformes. Donc effectivement, oui, on constate un changement de consommation qui s'est accéléré, notamment du fait des contraintes sanitaires et du contexte sanitaire qu'on a vécu au cours des 2 dernières années. Et alors, quand on parle de perte d'audience de la télé, c'est sur une cible bien précise, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le média de la télé linéaire, exactement? Effectivement, comme je le disais en introduction, on constate qu'une certaine partie, qu'une certaine tranche d'âge, en tout cas, consomme de moins en moins les médias traditionnels. On va les citer, les générations Gen Z et Millennials, les 18-34. Globalement, on a même vu d'ailleurs un certain nombre d'acteurs traditionnels ne plus garantir en télévision de GRP
sur les 18-34, ce qui explique effectivement et ce qui illustre le contexte dans lequel on se trouve. Et ces 18-34 ans se retrouvent plus facilement sur effectivement des plateformes, ont pris l'habitude de snacker le contenu et de le consommer sur des plateformes digitales. Donc, ça a effectivement entraîné un changement considérable et des habitudes de consommation média et de la façon dont les annonceurs aujourd'hui, et je pense que Anne et Hervé en parleront mieux que moi, mais appréhendent également les médias digitaux. On parle beaucoup en ce moment de la croissance de la télé segmentée. Alors, je ne sais pas, notre public est peut-être aguerri, mais peut-être pas. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce que c'est exactement que la télé segmentée? Alors oui, il y a eu un changement de législation qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui a permis effectivement aux acteurs de la télévision traditionnelle de pouvoir segmenter, donc pouvoir adresser des messages publicitaires en fonction de critères géographiques, par exemple, et donc de proposer une expérience davantage personnalisée aux audiences lorsqu'il s'agit d'exposition publicitaire. Donc ça a permis finalement à un média très traditionnel comme la télévision, qui n'avait pas changé depuis presque 50 ans, d'apporter finalement plus d'agilité et des capacités de ciblage supplémentaires à leurs annonceurs. Et donc, effectivement, avancer en tout cas d'un pas vers ce qui pouvait se faire auparavant dans le digital, à savoir amener des couches de ciblage et de personnalisation sur un média traditionnel comme la télévision. Aujourd'hui, ça représente beaucoup de foyers, la télé segmentée, ou ça reste parcellaire, sachant que ça fait 2 ans donc ce changement de législation a eu lieu? Alors, l'AF2M, qui est l'interprofessionnel des acteurs de la télécommunication, annonce qu'au premier semestre 2022, il y avait 6,3 millions de foyers éligibles. Donc, ça reste relativement, on va dire, contraint, enfin restreint. Pour autant, ça représente une augmentation de 54% par rapport au premier semestre 2021. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Et les prévisions pour fin 2022 sont de 6,9 millions de foyers. D'accord. Donc ça augmente très très vite, comme finalement. Avec finalement en ligne de mire et en objectif 8 millions de foyers fin S2 2023. Donc effectivement, il y a eu une augmentation considérable des foyers adressables et en fait qui est liée également à la façon dont les foyers sont équipés, puisque les box des opérateurs doivent permettre de pouvoir faire ce ciblage et faire évoluer finalement cette offre. Donc il faut également renouveler le parc de box côté opérateur, ce qui est un challenge. Alors François-Xavier, juste, les foyers sont adressables, mais il n'y a pas 100% de l'œuvre qui peut être adressée en télévision. Ils sont adressables. Oui, pardon. Je ne sais pas si j'ai bien précisé. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que dit l'AF2M quand elle parle de foyers éligibles plutôt que de foyers segmentés, quoi. Tout à fait. Et alors, à côté de ça, on a des offres comme la catch-up, le streaming, la VOD. Alors, quelles sont un peu les différences rapidement entre chacun des canaux, on pourrait dire, pour être bien, avant de commencer les débats, pour être bien sûr de quoi on parle? Le streaming, c'est la diffusion de contenu vidéo via Internet. Donc, c'est ce qu'on connaissait déjà auparavant sur des plateformes comme YouTube. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce mode de diffusion, il s'est étendu à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, des acteurs traditionnels comme TF1 ou M6 également envisagent ce mode de diffusion. La VOD, c'est finalement la vidéo on demand supportée par la publicité. Advertising Video on Demand. Donc en gros, c'est ce qu'on peut voir effectivement sur des plateformes comme MyTF1, M6, mais c'est également ce que va proposer très prochainement, et je touche un sujet d'actualité chaud, voilà, des plateformes telles que Netflix ou Disney en annonçant effectivement qu'ils allaient proposer une solution à moindre coût, supportée en partie par la publicité. Voilà. À moindre coût pour le consommateur, pas forcément pour l'annonceur. À moindre coût pour le consommateur, tout à fait. Vu les tarifs qui circulent sur le marché, je suis pas tout à fait sûr qu'on soit réceptif tout de suite. On verra après les avantages et si ça vaut le prix qui est annoncé. Juste avant d'aller plus loin et pour réveiller tout le monde, on a prévu un petit sondage pour bien savoir et justement pour bien connaître qui êtes-vous, vous, derrière votre écran qui nous regardez, et savoir où vous en êtes aussi un petit peu sur cette expérience de la télé connectée. Alors, on peut peut-être lancer le sondage. Vous pouvez répondre. Il va falloir juste scroller un peu. Vous allez voir les questions qui vont défiler sous
sous votre écran. Et voilà, si vous descendez, vous pouvez les voir. Je vais les lire avec vous pour que vous sachiez, pour bien gérer le timing. Donc, dans quel secteur vous évoluez? Ou alors, si vous n'êtes pas un annonceur, si vous gérez en agence un portefeuille de clients ou pour un prestataire, ou si vous êtes un média et que vous êtes en contact avec différents clients, où constitue la plus grosse partie de votre portefeuille en termes de vidéo et d'investissement de campagne vidéo? Voilà, ça, c'est pour voir un peu s'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus demandeurs que d'autres pour ce qui est de la vidéo. Donc, on a mis les produits de grande consommation, l'automobile, le tourisme, le retail, les télécoms, la beauté, qui peut être aussi un gros annonceur, l'assurance ou des organisations publiques. Parce qu'on n'y pense pas, mais il y a aussi beaucoup d'investissements. Le SIG a choisi hier son agence média et ça peut représenter des grosses sommes d'investissement. Deuxième question, où vous en êtes en termes de campagne sur la télé connectée? Alors, est-ce que ça concerne, vous êtes déjà très aguerri, ça concerne 100% de vos campagnes vidéo? Est-ce que vous êtes juste à lancer quelques tests pour voir et apprendre? Ou vous ne savez même pas ce que c'est que la télé connectée et vous venez aux conférences stratégie pour le découvrir? En 3, qu'est-ce qui vous empêche de développer vos investissements en TV connectée à ce jour? Est-ce que c'est le manque d'expérience? Est-ce que c'est le manque de reach de la télé connectée que vous préférez la télé linéaire pour justement sa puissance? Ou est-ce que c'est le manque de budget parce que c'est toujours plus et donc à un moment donné, ça peut aussi, surtout dans des considérations économiques où l'avenir est incertain, être un des points bloquants. Et alors, autre question intéressante, selon vous, et là tout le monde va en prendre de la graine, qu'est-ce que le marché doit améliorer en termes de télé connectée? Est-ce que ça reste la donnée de ciblage, le fait qu'elle soit plus simple parce qu'on n'y comprend rien, ou les outils de mesure qui sont très importants? Et enfin, dernière question, où en êtes-vous aujourd'hui en termes de morale sur vos investissements en télé connectée? Est-ce que vous allez les augmenter plutôt significativement dans les prochains mois? Est-ce que ce sera à peu près à budget constant ou vous ne comptez pas baisser vos investissements? Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Nous avons pour l'instant 27% de réponses. On voit les chiffres évoluer. C'est assez... On voit que pour l'instant, en termes de TV connectée, c'est plutôt la majeure partie de tests et on est très loin de personnes qui font du 100% de télé connectée. Sur ce qui empêche de développer, c'est assez équiréparti. Et on pourra revenir un peu plus tard sur ces résultats. On va on va continuer à avancer. On va commencer avec le cas d'Anon, Anne, parce que vous êtes aussi à un poste avancé pour voir tout ce qui se passe au niveau de vos investissements vidéo. Est-ce que vous pouvez, juste nous rappeler, en tant que directrice média donc pour le groupe Danone, comment ça marche chez vous en termes de marque? Qu'est-ce que vous gérez exactement? Et quelle est votre stratégie? Parce qu'elle a pas mal changé ces dernières années. Oui, alors absolument. Donc déjà, le groupe Danone, c'est 26 marques au sein de 3 catégories. Donc nos catégories, c'est les os, la nutrition infantile et ce qu'on appelle le dairy et le plant-based. Donc pour vous donner en liste non exhaustive quelques marques, c'est Activia, Actimel, Danette, Alpro, Evian, Badois, Laboratoire, Gallia, Blédina. Donc voilà, autant de marques qui sont effectivement dans des secteurs assez diversifiés. Nous, chez Danone, on a depuis quelques années vraiment démoyennisé notre approche média. Donc, on a travaillé nos mix médias en fonction des audiences et des marques. Donc, c'est assez compliqué de donner des chiffres très macro. Néanmoins, pour vous orienter un peu et pour donner quelques infos, on est quasiment à un mix à l'équilibre. Si on regarde la France, donc on est 48% d'investissement online et 52% d'investissement offline. Il y a eu un vrai changement ces 5 dernières années. Donc, on a vraiment... plus que doublé en 5 ans nos investissements digitaux. Mais à nouveau, c'est très disparate entre les marques en fonction des mix et surtout en fonction des audiences et à qui on veut adresser les messages. Donc, c'est vraiment une stratégie par marque, toujours très différente et toujours très adaptée à la cible. Et ça va avoir un gros impact pour la suite de la stratégie. C'est exactement ce par quoi on démarre, c'est à qui on veut adresser un message et où est-ce qu'ils consomment des médias, du coup, pour qu'on puisse les atteindre. D'accord. Et alors pour vous, aujourd'hui, quand on parle d'investissement télé, est-ce que ça a toujours du sens ou ça ne veut plus rien dire?
Alors, elle est très macro, cette question. Donc, je pourrais répondre de manière très macro, oui ou non, mais je pense que je vais étayer un peu. Aujourd'hui, je pense que vraiment, donc, la télé, ça reste un média très héroïste sur certaines cibles. Donc, sur voilà, certaines cibles que certaines marques veulent aller toucher, évidemment, la télé reste un socle clé. En revanche, il y a certaines marques où le poids de la télé a fortement diminué ou même complètement baissé pour des réarbitrages vers des plateformes plutôt digitales, parce qu'on savait que nos audiences étaient plutôt là. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Si on décompose un peu les investissements par typologie de format, ce qu'on voit, c'est que le poids de la vidéo ne cesse d'augmenter d'année en année. Et du coup, moi, je parle plutôt de contenu audiovisuel. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui va nous intéresser, c'est comment on parle de stratégie vidéo. Moi, finalement, que la personne à qui on adresse le contenu le voit pendant son émission préférée en live, quand elle regarde son émission en replay, avant son contenu YouTube, devant sa série Netflix, peu importe. En revanche, je veux que mon message soit adressé à la bonne personne et au bon endroit. Donc ça, on a une vraie réflexion qui est plutôt vidéo. Et où est-ce qu'on peut aller toucher nos audiences avec ce type de format-là, du coup. Donc ça revient à dire que vous ne faites aucune différenciation entre les canaux. Vous voyez juste une cible, un support, et le but, c'est de connaître le contexte et de lui apporter le message le plus approprié à chaque fois. Le message le plus approprié, évidemment, on a aussi tout le contexte de safety par rapport à nos brands. Donc, où est-ce que nos messages sont diffusés? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte, évidemment. Et puis après, il y a des mesures qui, au-delà de performance média, donc par exemple, ce qui va être visibilité, qui sont des choses qu'on va regarder. Et bientôt, et c'est vraiment des choses qu'on pose aujourd'hui, c'est notamment tout ce qui est attention. Comprendre, en fait, au-delà de la visibilité de nos messages, quelles sont les attentions qui sont portées aux messages qui passent. Et en fait, ça, j'ai envie de dire, peu importe la plateforme, ce qu'on veut, c'est que les gens soient attentifs à nos messages. Donc, c'est vraiment, voilà, on rend plus macro aujourd'hui nos discussions et la télé reste importante. Comme le reste, ce qu'il faut savoir, c'est à qui on parle et du coup, où est-ce qu'on va le faire le mieux possible. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous travaillez à essayer de développer des indicateurs d'attention par média, c'est ça? Ouais, c'est vraiment des sujets qu'on a posés, notamment avec nos agences et avec pas mal d'acteurs. Hein. Donc, avec IAS, par exemple, on a ce type de discussion sur comment on arrive à aller mesurer de l'attention, effectivement, au-delà même de la visibilité. D'accord, donc c'est vraiment beaucoup plus précis. Et alors, dans tous ces leviers qui sont considérés de manière assez uniforme, j'imagine que de temps en temps, sur une campagne, vous les pensez aussi ensemble pour venir que l'un vienne compléter l'autre ou ainsi de suite. C'est le cas de la télé segmentée, par exemple. Alors effectivement, du coup sur la partie télé-segmentée, donc on a réalisé plusieurs tests. Donc je dirais qu'on est encore dans une phase de test pour se créer une courbe d'apprentissage. On a démarré assez vite nos tests, hein, dès janvier 2021. Donc je peux vous donner un exemple très concret. Donc c'était pour notre marque Activia. On avait une campagne télé-linéaire assez classique au national. Donc là, vous voyez ce qui s'affiche. Oui. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait isoler une partie de notre budget de télé linéaire pour aller tester le ciblage qui était petit consommateur télé en télé segmenté, donc en parallèle de notre campagne nationale. Et finalement, c'est un test qui a été assez concluant puisqu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un apport de couverture incrémental, donc bon, en l'occurrence de 1,4 points là, sur la cible des petits consos télé. Et donc, on s'est dit, finalement, ce budget qu'on a isolé, il a eu une utilisation plutôt efficiente parce qu'il nous a permis de toucher une cible qui était importante pour nous, sans être moins performant, notamment en termes de répétition, auprès des gros consommateurs télé versus notre campagne en parallèle. Donc ça, c'était un premier test en se disant, OK, ce ciblage, il nous permet effectivement d'aller chercher des petits consommateurs télé, ce qui nous intéressait. Et je n'ai pas de slide, mais en autre exemple, par exemple, si je prends la marque Blédina, on a fait 3 mois après un autre test sur un autre ciblage. Donc Blédina, c'est une marque où aujourd'hui, il n'y a plus de télé dans son mix. Donc on cible les parents de jeunes enfants qui commencent la diversification alimentaire. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'être efficient quand on cible ces personnes-là. Néanmoins, on a voulu tester du coup de la télé segmentée pour remettre la marque en télé avec des cibles très précises, donc sur des foyers justement avec jeunes enfants. Donc ça c'est vraiment des exemples. En très macro, je pense que la télé segmentée ne remplacera pas la télé linéaire pour un annonceur national comme nous. Compte tenu de notre taux de pénétration aujourd'hui, ça reste quand même plus cher et ça n'a pas forcément le reach voulu. Par contre, c'est un super levier de complémentarité qui pour nous est intéressant pour renforcer de la pression sur des cibles précises ou pour aller conquérir des audiences nouvelles. Donc nous, voilà, on en est un peu là dans notre courbe d'apprentissage et effectivement, on choisit certaines marques pour faire des tests et ça nous permet vraiment d'être plus précis, en tout cas dans nos investissements. Hervé, alors vous, directeur média d'Intermarché, on ne va pas présenter la marque, je pense que tout le monde la connaît, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin même
tout le monde la connaît, tout le monde n'en connaît pas justement peut-être les subtilités dont vous allez nous parler. Et est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler juste le contexte et où vous en êtes en termes de stratégie média par rapport à cette marque justement? À la marque Intermarché, on est bien d'accord. Oui, de la marque. Oui, parce qu'on gère beaucoup de marques, dont Danone, mais enfin, on est partenaire de beaucoup de marques. C'est assez simple. On travaille 3 grands axes qui fonctionnent en marketing média: la préférence de marque, la présence à l'esprit et le trafic. Pourquoi? Parce qu'on est sur un secteur extrêmement compétitif, le retail. Et donc, depuis 2017, nous, on a choisi de se démarquer dans ce marché qui était très prix-produit, avec une expression de notre marque enseigne en télévision par le prisme de l'émotion. Hein, ce sont les grands films que Romance, notre agence de création, nous ont développés. Donc c'est L'amour, et c'est toutes les sagas qui s'en suivent. Mais en vérité, si on regarde l'importance des investissements de ce genre de film émotionnel par rapport à l'ensemble du mix média, c'est assez petit, en fait. Hein, même si ça coûte cher de mettre à la télévision des films de 3 minutes, c'est finalement assez restreint. Et grâce à cela, on a connu plus d'une 50aine de trimestres de croissance ininterrompue, grâce à bien sûr à l'offre et toute la logistique et la distribution. Est-ce que nous sommes producteurs et commerçants pour nourrir en fait cette plateforme de marque? Mais c'est vrai que l'expression de télévision, ça a été ça, et tout le reste fonctionne en synergie et donne des preuves en fait à nos consommateurs de notre différenciation, et on travaille le marketing mix, bien évidemment en cherchant des cibles précises avec les autres leviers que sont la VOL d'abord, et dans la VOL, la télévision segmentée, le display branding et tout le funnel, puisque maintenant j'ai la chance de diriger finalement tout le funnel, hein, depuis le haut du funnel jusqu'à l'acquisition. Donc on a une vraie cohérence en fait de tous les moyens qui sont mis en œuvre. Et puis les autres médias servent effectivement à la présence à l'esprit. Je pense à l'affichage qui peut être intéressant. Et puis la presse qui s'adresse surtout à nos institutionnels. On a des messages chocs, en particulier pendant la crise du Covid, où on a dit Monsieur Amazon, en fait, nous, on va accueillir Oui. des producteurs chez nous. Voilà. Donc la presse, elle sert à ça. Et nous, on utilise souvent une presse qui a la même capillarité que notre réseau, parce que vous savez, on a 1857 magasins, donc tous les 17 km. Donc on utilise beaucoup la presse quotidienne régionale, donc le PQR 66 pour ne pas le nommer, parce qu'il a la même capillarité que notre implantation et qui parle à notre réseau et à nos clients. Et bien sûr, on utilise le PQR 66 et le Web 66. Hein, c'est l'expression de toutes les marques de la presse quotidienne régionale. Donc voilà comment on fait. Alors, là-dedans, la télé segmentée, ça veut dire quoi? Quelle est notre stratégie sur la télé segmentée, si vous voulez que j'en parle 2 secondes? La télé segmentée pour nous, alors comme Danone, on ne s'est pas consulté, mais on y est allé les premiers aussi, hein. Voilà, parce que nous, on est picousés à l'innovation chez Intermarché, et on y est allé pour surpresser des cibles ou des régions. On a 8 régions administratives Intermarché, ou des cibles à petit budget, hein, sur des régions très précises qui étaient en dessous de la moyenne de la PDM nationale. Donc c'est assez simple en fait, et on l'a fait en systématique. On aimerait bien le faire plus, mais en fait la télé segmentée, c'est de la télé de gruyère, hein, parce que quelque part vous allez dans un écran qui est défini remplacer quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans son plan média qui, sur cet écran, dans cette région et sur cette box FAI-là, ne va pas voir ce qui a été acheté par la marque. Bon, elle va être défalquée, bien évidemment, mais il va voir une autre marque. Et nous, on l'a utilisé en surpression. C'est-à-dire que je n'ai pas enlevé le budget qui était consacré à la télévision, mais j'ai rajouté du budget pour faire de la surpression sur des régions où on était en souffrance. Voilà. Et ça marche plutôt bien, sauf que
alors, ça marche bien parce qu'on a les taux de complétion qu'il faut, on a les impressions qu'on a achetées, donc tant mieux. Hein. Mais en vrai, l'inventaire, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, et comme il y a 13% de gens qui sont dans le retail, je fais attention à ce que je dis, j'ai vu votre sondage. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vraiment de mesure, parce que c'est epsilon, en vrai. Et en plus, on n'a pas énormément si vous voulez, d'inventaire, puisqu'on est contraint sur les formats, on était contraint sur les horaires. Alors, le Prime vient de s'ouvrir, tant mieux, grand bien face effectivement à ce levier naissant, mais on était un peu contraint. Alors, on a quand même décidé chez Inter de passer du POC du Proof of Concept au Run, et on l'a intégré en systématique dans notre approche, de complémentarité télé. Alors, je rejoins Anne sur le fait qu'on adressait des petits moyens consommateurs, mais ça, on le faisait avec la VOL déjà. Donc bon, la télé augmentée m'a permis d'aller chercher et d'aller gratter, en fait, d'aller surpresser des cibles dans des régions qui étaient en souffrance par rapport à notre part de marché nationale. Voilà. Et alors, est-ce que, parce que le plus important aussi, quand on est à ces postes et devant tous ces leviers médias, on voit bien qu'ils se complètent, qu'ils viennent renforcer, Hervé, vous le dites, en surpression et non pas remplacer une partie du budget ou quoi que ce soit. Mais pour piloter tout ça, il y a besoin d'avoir une vision, une approche un peu toujours globale, sans être macro totalement. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les capacités de mesure ou de ciblage canal par canal sont à peu près les mêmes, où il y a des grosses disparités entre la télé linéaire, la télé segmentée, la VOD, la catch-up TV, enfin, tous ces canaux différents. Anne, vous voulez que je Anne, réponde ou François-Xavier, peut-être, vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'ai un truc à dire. Hervé, je t'en prie, je rebondirai Non, ensuite. non, on a de la chance chez Intermarché. On a mis en place en 2020 une modélisation économétrique avec CSA Data Consulting. Et cette modélisation économétrique est plus qu'une bougie dans le noir, parce qu'elle nous permet de distinguer les ROI de chacun des leviers, et dans ces leviers, les ROI des sous-leviers que peuvent être les chaînes, les tranches horaires. Alors, on n'est pas encore allé à intégrer la partie télé segmentée, mais en fait, c'est une sous-partie de la VOL. Et on sait très bien, finalement, distinguer, en tout cas quantifier, évaluer la proposition de valeur de la VOL par rapport à la télévision, par rapport même à la télévision en opération spéciale, hein, ça peut être du programming, du sponsoring, donc ça on sait le faire. Et bon, si vous voulez, le business model de la VOL est quand même assez intéressant, hein, et fait ressortir par rapport à la moyenne de l'ensemble des médias qui sont screenés par cette modélisation, elle fait ressortir la VOL. Voilà. Après, je ne peux pas tout mettre en VOL, parce que quand je fais une campagne de VOL, ce n'est pas le même impact instantané, donc la puissance instantanée de la télé n'a rien à voir avec la VOL, étant donné que c'est très fragmenté et très ciblo-dépendant. Je n'ai pas le même poids. C'est-à-dire que d'un côté, j'aurais, je dis n'importe quoi, 200 000 personnes, de l'autre côté, j'aurais 8 millions de personnes. Vous voyez, donc, à chaque campagne, ce n'est pas le même poids. Donc, même si c'est très efficient en termes de ROI et de chiffre d'affaires incrémental, parce que c'est ça qu'on mesure, ce n'est pas le même poids à un instant T donné. Voilà. Mais ça, est-ce que ça vient aussi du fait que vous avez choisi depuis le départ pour cette marque le registre de l'émotion et on a l'impression que la télé est plus adaptée à un registre émotionnel, justement. Alors, juste pour précision, quand je fais de la télé segmentée, je peux faire que dans des formats extrêmement précis. Les formats extrêmement précis, ce n'étaient pas des formats sur la télé, enfin, sur des copies émotionnelles, c'était des copies prix-produit. Donc, j'ai eu aussi cette chance-là. Voilà, je pourrais être super précis avec vous. Et c'est pas ce petit supplément d'âme qu'on est allé chercher en télé segmentée, puisque moi, je suis contraint sur les formats, je n'ai pu faire que ceux qui étaient dévolus à ma thématique prix-produit. D'accord. Pour ajouter à ce que vient de dire Hervé, je pense qu'effectivement l'enjeu, et on l'a compris, chaque canal de diffusion aura ses spécificités et remplira finalement une certaine attente de la part des annonceurs, et c'est tout l'enjeu du mix média.
la force du programmatique dans tout ça, et c'est ce que nous, on appelle de nos voeux chez The Trade Desk, c'est de pouvoir permettre à ces annonceurs de pouvoir activer l'ensemble de leur levier d'activation média, on va dire, sur une seule et même plateforme, de pouvoir les opérer en temps réel ou quasiment, et de pouvoir adresser leurs investissements en fonction de la performance quasiment en temps réel, si ce n'est en temps réel, de chacun de ces leviers. C'est la promesse du programmatique et de plateformes comme The Trade Desk. Après, je reviens sur le point également qu'Hervé a mentionné sur la puissance instantanée, la couverture instantanée qu'offre la télévision. Et pour moi, c'est finalement effectivement encore le cas en télévision, parce que la télévision reste le média qui offre ce fameux rendez-vous social, familial, où on se retrouve tous devant l'écran de télévision pour regarder le match de foot du dimanche soir. Mais ce qu'on voit également, c'est que nos fameuses plateformes dont on parlait en introduction s'intéressent également de plus en plus à l'acquisition de droits, et qu'en fait, le nerf de la guerre dans tout cela, ça va être le contenu. Qu'est-ce que vont proposer les chaînes de télévision demain en termes de contenu? Qu'est-ce que vont proposer les plateformes en termes de contenu? Et tout laisse à penser, et on le voit d'ailleurs, hein, certaines plateformes comme Amazon ont déjà commencé à se positionner sur l'acquisition de droits sportifs, comme Roland-Garros ou la Ligue 1. Moi, je ne serais pas surpris de voir demain les plateformes rentrer en concurrence avec les acteurs traditionnels sur l'acquisition de droits sportifs, qui sont finalement aujourd'hui ces rendez-vous familiaux ou sociaux qui permettent aux annonceurs, comme le disait Hervé, de pouvoir faire de la couverture instantanée. De moins en moins d'audience, en tout cas les audiences jeunes, ne consomment plus le JT comme pouvaient le faire les générations précédentes. Et donc, le JT de TF1, pour ne pas le citer par exemple, risque de ne plus être le rendez-vous dominical, mais effectivement, les événements sportifs seront plus. Mais les jeunes consomment de l'info par les marques. Et c'est là où le programmatique est intéressant, parce que quand on a défini un PMP, donc une Private Marketplace, avec des marques qui sont peut-être tamponnées en termes de qualité, comme Digital Ad Trust par exemple, qui sont vérifiées dans leur intégrité, dans leur probité. On travaille chez Intermarché sur une PMP de 1800 sites qui sont fermés, tamponnés, et qui bénéficient aussi de vrais gens qui écrivent, voilà, de journalistes qui anglent et de gens qui font leur métier de création de contenu avec le sérieux qui s'impose. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne parce qu'on va s'adresser à eux et on va toucher les jeunes qui cherchent de l'info, mais dans un cadre qui est tout à fait safe. Place de marché privé, juste pour rappeler pour peut-être des auditeurs, des spectateurs qui ne sauraient pas, c'est bien une plateforme sur laquelle vous choisissez les médias sur lesquels vous êtes sûr que vous voulez diffuser des publicités. Et ensuite, quand les algorithmes de programmatique vont choisir sur l'audience à adresser, ce sera parmi cette plateforme-là. Hein. Exactement, c'est une whitelist dans laquelle on tape les bons inventaires sur lesquels on aura fait un deal de price floor ou de voilà, c'est un inventaire fini avec lequel on s'arrange pour faire du volume, et en contrepartie de ce volume, on a des prix. Mais c'est une whitelist fermée. Parce que nous, on veut absolument pas se retrouver, et Anne ne pourra pas me contredire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver sur des sites complotistes, on ne peut pas se retrouver sur des sites dont le contenu est fallacieux, dont le contenu est pédopornographique. C'est pas possible, parce que ça détruit une marque en 30 minutes. Voilà, c'est catastrophique après des années de construction d'une plateforme avec tout ce que ça comporte de RSE, tout ce que ça comporte encore une fois, de probité et d'investissement de tous ceux qui y travaillent. Et donc, c'est essentiel. Et donc, le programmatique, effectivement, nous permet de serrer, de qualifier cette masse d'inventaire qu'on a envie d'adresser. Et en plus, on y injecte de la data. Et nous, en plus, on a de la chance d'avoir de la data propriétaire chez Intermarché, parce qu'on a une belle DMP. Donc, c'est un peu ceinture bretelle. Hein. Anne, venez chez nous. Oui, non, mais pour le coup, et nous, alors nous, on appelle ça la publicité responsable, dans laquelle on met pas mal de choses, notamment comment on traite la data et autres. Mais c'est vrai que du coup, la partie brand safety est clé. Et à nouveau, on en revient toujours au même sujet. Et je complète vraiment ce que vient de dire Hervé, c'est cette importance de savoir où
sont diffusés nos messages. Et du coup, c'est clé. Donc, en tout cas, pour en revenir sur la question des KPI, je pense quand même qu'il y a un gros travail à faire pour l'uniformisation de tout ça. Je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui, mais qu'il y a des avancées et voilà, on est là aussi pour accompagner le marché et avoir les bonnes discussions. Et moi, je pense qu'il y a aussi, par exemple, la digitalisation de la télé d'un point de vue distribution qui aura un impact sur les KPIs. Si on passe d'un coût d'achat au GRP, au CPM, déjà, ça nous permettra d'avoir des KPIs multiscreen. Voilà, donc ça, c'est des choses. Comment dire, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous, comme vous avez une vision un peu agnostique du canal TV, comme vous avez un peu expliqué tout à l'heure, ou pour vous, vous avez une vision vidéo très large, est-ce que vos KPI de campagne sont les mêmes ou est-ce que vous arrivez à les différencier? Aujourd'hui, ils ne sont pas unifiés. Enfin, on arrive à avoir des choses qui nous permettent de voir des complémentarités et autres, mais on n'est pas sur de l'unification. Donc, effectivement, pour nous aider à mieux piloter nos investissements et les mettre là où ils sont plus efficients, il va falloir aussi que tout ça évolue. Et à nouveau, c'est des discussions qu'on a avec nos agences, ces discussions au sein de l'Union des marques. Enfin, voilà, il y a plein de… tout ça est au cœur aujourd'hui des conversations et ça sera la clé, effectivement, parce que… voilà. Le CPM audience, il n'a pas la même valeur d'un canal à l'autre. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, enfin, tu as dit, Anne, tout à l'heure, c'est que, si tu me permets que je te tutoie, c'est que, en fait, l'attention n'est pas la même d'un canal à l'autre. Et donc, c'est intéressant de tirer ce trait-là dans la réflexion, parce que, enfin, ce fil-là dans la réflexion, plutôt, parce que moi, ça fait 3 ans que j'essaye de briefer mon agence sur du CPM audience, sauf qu'ils me disent, ça n'a pas, et c'est vrai, hein, je l'entends, hein, ce CPM n'a pas la même valeur d'un canal à l'autre. Hein, et d'ailleurs, on le voit bien, puisque les ROI ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que enfin, même si on remettait tout sur une base de CPM audience, ça n'a pas la même valeur. Donc, il faut trouver à enrichir et à unifier d'abord les CPM audience, et puis en plus, il faut dédupliquer tous les médias, les uns par rapport aux autres, tous les leviers. Ça, c'est ce qui est en train d'être réfléchi dans l'approche de médiamétrie avec le cross-métrie, en fait. Hein. C'est vraiment comment on arrive à vraiment dédupliquer. Et donc, ça pose la question de l'ID, ça pose la question du RGPD, ça pose la question de comment on fait pour fonctionner tout ce qu'on achète alors qu'il n'y a pas le même ID, puisqu'il y a des ID fermés, il y a des îlots fermés avec les GAFAM, enfin les GAMAM maintenant, comme on dit, parce que Meta, c'est dans le F d'avant. On n'a rien d'unifié encore. Donc on aimerait bien, mais on peut point. Et qu'est-ce qui bloque le plus selon vous? C'est juste que c'est compliqué, il faut que tout le monde s'entende et se mette autour de la table, et donc c'est ça qui prend du temps, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, rappelez-vous du GRP vidéo. Oui. Rappelez-vous juste du GRP vidéo. Rien que sur ça, les acteurs français étaient à peu près d'accord sur la méthodologie, et les gamins m'ont dit non. Juste avant qu'on passe à la dernière partie de notre entretien, je rappelle qu'il y a le chat pour le public. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y reviendrons dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie, et on tentera au maximum d'y répondre. Qu'est-ce que cette multiplication des canaux, Anne, vous, il y a eu un vrai shift de stratégie, vous nous en avez parlé sur les 5 dernières années. Hervé, vous aussi, on voit que la stratégie s'articule entre ces différents canaux. Est-ce que ça a changé votre manière de créer aussi les publicités? Est-ce que vous n'avez plus du tout le même brief sur vos agences créa, sur l'investissement en termes de production? Qu'est-ce que ça change exactement? Peut-être Anne pour commencer, puis ensuite Hervé. Ouais, alors pour moi, effectivement, hein, ces changements-là font qu'on change d'air et qu'on change de manière de travailler. Là où je pense qu'on avait encore trop tendance à penser à une création publicitaire avant tout média planning, c'est-à-dire de se dire, OK, ma marque, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, comment je le fais? Et immédiatement, on pensait à un format télé 30 secondes. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Et en fait, je pense que penser à une création publicitaire sans savoir où elle va être diffusée et auprès de qui, pour moi, c'est un non-sens et ça ne nous permet pas d'être efficients et efficaces, en tout cas dans nos manières de travailler. Alors, ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, voilà, on travaille avec beaucoup d'agences et ça peut être aussi des réflexes qu'on vient un peu casser ou chambouler. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus intéressant, effectivement, de se dire j'ai mon média planning. En fait, penser une création publicitaire en vidéo, si on se parle d'audiovisuel,
pour de la télé, pour des réseaux sociaux, pour YouTube, c'est pas du tout la même chose. Et une fois de plus, si on veut que notre message il soit intéressant et qu'on ait l'attention des gens, enfin qu'on arrive à capter l'attention des gens, il faut qu'on le pense en sachant où il est diffusé. Donc ça, c'est un peu une révolution dans nos ways of working, en tout cas en interne chez Danone, et je pense que c'est un peu partout le cas, mais effectivement, on essaye de changer un peu les choses et de se dire, voilà, faisons les choses dans l'ordre, et pour nous, ça nous paraît être le bon ordre de démarrer par un média planning, puis penser la création publicitaire. J'abonde à ce que tu dis, Anne. J'irai même plus loin. En digital, la création et le média planning sont intimement liés. Nous avons donc décidé, en tout cas chez Intermarché, de briefer nos agences en même temps, qu'elles puissent travailler en même temps et qu'elles restituent leur travail en même temps. Ça n'empêche pas la créativité et de dire que l'un puisse dire ah bah, il y a une cherry on the cake, il y a une cerise sur le gâteau. Là, s'il y avait un petit budget reliquat, moi j'ai pensé un peu out of the box par rapport à notre brief, et c'est très bien, ça alimente le débat. Mais le fait de cette co-création, de ce travail en commun, est impératif en digital. Peut-être un peu moins sur les médias plus classiques, mais en même temps, voilà, c'est assez balisé quelque part en radio, sur la presse, sur le cinéma si on en fait, ou sur l'affichage, c'est balisé, on les connaît les formats. Mais en digital, c'est intimement lié. Et un film télé n'est pas déclinable de la même manière en télévision, en catch-up, en VOL et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas la même grammaire, c'est pas la même écriture. Donc, il faut absolument que et c'est ce qu'on fait, hein, qu'on travaille tous ensemble à ambiancer, à s'acculturer aussi aux grammaires des plateformes elles-mêmes. Vous voyez, là aussi, c'est presque même le chemin inverse qui fait. Comment fonctionne notre cible? Voilà, l'analyse des mèmes sur TikTok va nous faire aussi réfléchir. Et même, c'est le fait d'avoir le gimmick vocal qui se répète et que tout le monde reproduit. Voilà. Et ben, ça peut faire réfléchir à la marque et ça peut engendrer un travail créatif différent. Tout comme les possibilités techniques peuvent aussi influer sur le média planning. Et puis, peut-être qu'un film de 30 secondes, si on met un teasing de 6 dans une plateforme qui ne requiert l'attention que de l'équivalent de celle d'un poisson rouge, bah ça marche, puisqu'ensuite on peut déporter quelque part cette audience sur nos owned médias et récupérer un peu cette audience-là. Voyez, et alors après, il y a aussi la DCO. Est-ce qu'on peut faire des films à la volée en fonction des... On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là parce que, enfin, en tout cas, chez nous, on n'en est pas à la DCO. Voilà. Parce qu'on se dit que on peut peut-être faire des choses en météo, on peut peut-être faire des choses en ciblage, on peut peut-être faire des choses sur le moment de la journée en moment marketing. Enfin, en vrai, il y a le reach derrière qui est quand même un peu important. Et il y a des business models qu'on doit respecter aussi chez nous, chez les marques FMCG, et puis chez aussi les distributeurs. Et juste pour compléter sur ce point, si je peux me permettre, c'est que donc ce brief consolidé effectivement entre les agences, pareil, on a le même principe, ce qu'on appelle l'ICP, mais je pense qu'il faut même aller au-delà. Et quand on se parle de vidéos sur des plateformes très spécifiques, il faut que les partenaires médias nous accompagnent. Et nous, on sollicite énormément les studios créatifs des médias en tant que tels, parce que je pense que ce sont vraiment eux qui connaissent le mieux les usages. Ils ont le savoir-faire. Voilà, ils ont ce savoir-faire-là, et ça, c'est pas grave de se faire accompagner par ces gens-là, parce qu'au contraire, c'est eux qui savent. Donc, c'est vrai que tout ce qui est accompagnement de la part des médias, c'est quelque chose de très précieux pour justement comprendre comment capter les attentions sur ces environnements spécifiques. Alors justement, on est un peu en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire progresser et aller mieux dans ce marché. On a beaucoup de questions qui commencent à tomber, donc merci beaucoup. Beaucoup de questions sur les chiffres qui vont vous demander vos investissements, ça va être intéressant. Juste avant de s'y attaquer, François-Xavier, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer dans l'offre aujourd'hui? Il y a des choses qui arrivent, mais vous qui avez une vision un peu globale du marché, justement, vous avez parlé du contenu tout à l'heure, qu'est-ce que selon vous on pourrait encore nettement améliorer? Alors, de quel point de vue? Je pense que du point de vue quel point de vue consommateur? Du point de vue pour le coup des annonceurs, des professionnels. Non, je pense que un des axes d'amélioration, et je pense que ça a été déjà abordé lors de cette table ronde, c'est l'harmonisation
l'harmonisation des différents canaux, que ce soit dans la mesure, pour pouvoir avoir une mesure unifiée et être en capacité de pouvoir mettre en perspective chacun des canaux activés. Ça va être également l'harmonisation dans l'activation. C'est simplifier également le process d'achat sur l'ensemble des canaux. C'est évidemment la promesse de The Trade Desk. Néanmoins, on est quand même contraint par ce que proposent aussi nos partenaires médias, puisque notre ambition, nous, elle est de proposer l'ensemble du panel, on va dire, d'acteurs des médias dans notre plateforme. Donc, effectivement, en fonction de ce que nous permettra de faire nos partenaires, on pourra ou non harmoniser l'ensemble des canaux. Je pense qu'il y a une harmonisation dans la mesure, il y a une harmonisation également, évidemment, sur la partie activation et la capacité pour nos clients et nos partenaires de pouvoir activer l'ensemble des canaux de la même façon au sein d'une seule et même plateforme. En termes de retour de données, Anne, il y a une question qui est intéressante, une question de Tamara Voideville, qui nous dit quels sont les critères de segmentation, qui vaut sûrement aussi pour vous, Hervé, quels sont les critères de segmentation que vous employez ou que vous souhaiteriez employer sur la télé segmentée en tant qu'annonceur? Donc, en termes d'audience et de ciblage, c'est ça? Oui. Alors nous, ce qu'on emploie, c'est ce qu'on vous a dit en termes des ordres. On est plutôt sur du petit consommateur télé où on va aller chercher de la pression additionnelle. On peut le faire sur des ciblages très spécifiques, type des foyers avec jeunes enfants, parce que par rapport à nos marques, c'est effectivement voilà, des audiences qu'on va essayer d'aller chercher. Nous, on ne travaille pas du tout effectivement sur, comme le disait Hervé, sur la partie géographique, parce qu'effectivement, on est vendu au national et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément identifié et regardé. Je pense que si on pouvait aller avec un peu plus de granularité aussi sur des données plus lifestyle, c'est peut-être des choses qu'on regarderait sur les connaissances de nos consommateurs et sur le type de message aussi qu'on pourrait peut-être faire différemment. Je pense qu'à un moment, il y a aussi, voilà, si on parle à des audiences différentes, comment nos messages sont différents. Donc, ouais, peut-être un peu plus de granularité sur la partie lifestyle. Hervé, vous nous avez dit que c'était vraiment en surpression. Ouais. Oui, sur pression, et on a aussi testé des ciblages. Hein. Je rejoins Anne parce que dans cette bataille engagée pour la défense du pouvoir d'achat de nos consommateurs, bien évidemment, les budgets contraints, les budgets serrés, ce qu'on appelle les petits budgets, en fait, nous, ils ont tout notre respect et c'est pour eux qu'on se bat, et c'est la raison pour laquelle on a aussi on a fait des incursions dans cette recherche de ciblage, hein, des petits budgets. Ça marche plutôt bien. Alors on les retrouve, c'est assez concordant avec les régions pour lesquelles on était en souffrance. Bon, donc ça tombe plutôt bien à la limite, puisque finalement on a retapé sur les mêmes régions entre la géographie où on n'était pas bien et puis les petits budgets où on était effectivement en demande. Alors pour compléter ce que disait Anne. J'ai entendu lifestyle, j'ai entendu effectivement pour s'adapter. Pour l'instant, il me semble, mais à moi que vous me disiez le contraire, que la télé segmentée, c'est foyer. Ah, et donc, on n'est pas aussi précis, aussi précis qu'une probabilisation des données à l'individu. Il faut quand même remettre le contexte dans ce qu'il est, parce qu'on est sur une probabilisation de la donnée à l'individu, hein, sur Médiamétrie. Bon. Et c'est pareil sur le digital. Pour vérifier que c'est bien la bonne personne en face, que c'est le bon profil. Quand on avait fait les tests il y a une dizaine d'années, il y a quand même des grosses discrepancies. Maintenant, ça a tendance à aller mieux, mais quand même. Donc la télé segmentée à l'individu, je ne sais pas si ça sera possible, mais enfin en tout cas, c'est aussi quelque chose qu'il faut adresser. Voilà, de notre côté, c'est plutôt ça. Et je rejoins Anne sur l'adaptation des messages. Alors, ce que peut très bien faire, par exemple, le secteur de l'automobile, parce qu'eux, ils ont des segments. Donc, des segments, c'est intéressant de mettre des films d'un segment M par rapport à un segment B ou je ne sais pas quoi, sur des cibles différentes. Donc, ça, c'est intéressant, parce que comme ils ont une batterie de films, une batterie de segments et une batterie de cibles, ça peut être intéressant. Nous, c'est les mêmes produits, c'est-à-dire qu'un jeune, qu'un vieux, qu'un estropié, qu'un chômeur, qu'un riche, qu'une maman avec des enfants consomme du Danone, c'est partout, tout le monde. Enfin, je veux dire, on consomme peut-être pas autant, peut-être différemment, mais en tout cas, on consomme les mêmes produits. Donc, on ne peut pas trop... voilà, c'est difficile de faire de la segmentation, en tout cas de changer notre message de fond. Puis encore une fois, ça implique une réflexion profonde sur notre business model, parce qu'il faut que ça soit rentable quand même. Hein.
La génération de ces messages, c'est un coût. Alors, on peut industrialiser tous ces coûts. D'ailleurs, on le fait en radio pas mal. Nous, on a beaucoup de tests en radio parce qu'on travaille, François-Xavier, avec un autre opérateur programmatique. Mais voilà, la porte est toujours ouverte. Mais voilà, et on arrive à faire à la volée des spots qui changent selon ce qu'il pleuve pas, selon que on soit un homme et une femme. Voilà, c'est intéressant ça aussi, mais il faut l'industrialiser. Ça ne coûte pas trop cher. Dans ces calculs de ROI des campagnes, est-ce qu'il n'y a pas deux différences notoires dans le sens où, Anne, j'imagine, est-ce que vous avez accès aux résultats des ventes derrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir quand vous opérez vos campagnes, d'avoir les ventes directement? Alors que vous, Hervé, comme vous êtes le magasin, vous avez cette donnée des ventes directement. Donc vous avez un peu, donc, quelque part, est-ce que vous n'avez pas un avantage aussi dans cette utilisation de tous ces médias? Alors, moi, Emmanuel, vous touchez du doigt mon rêve, qu'on se le dise. Non, effectivement, moi, le Graal, ça serait vraiment qu'on arrive à piloter nos investissements médias sur de la vente et pas sur des KPIs médias, en fait. Donc, d'avoir ça et quasi en temps réel. Donc, évidemment, c'est un doux rêve qui, pour l'instant, n'est pas forcément possible. Néanmoins, mais voilà, ce qu'on va rechercher, c'est l'impact de nos investissements. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un doux rêve. C'est qu'effectivement, savoir ce qui est vendu in fine est important. Aujourd'hui, on a fait quelques tests en digital. Pour en citer, on a travaillé avec LiveRamp à travers la data Carrefour, justement, où on a été capable de piloter certains de nos investissements digitaux sur de la vente quasi réelle. Et on a pu optimiser on the go nos campagnes. Donc, on commence à avoir des premières approches là-dessus. Mais évidemment, ça nécessite qu'on travaille main dans la main avec nos amis retailers, puisque nous ne vendons pas directement. Mais c'est le doux rêve qu'on a effectivement en tant qu'industriel. Alors, j'ai une partie du rêve que je peux te proposer, Anne aussi. Parfait. Puisqu'on a créé, il y a 1 an et demi, on a créé une régie, effectivement, retail, qui s'appelle Infinity Advertising, en joint avec le groupe Casino. Et on a rassemblé 17 millions de contacts, enfin de cookies, qui sont répartis sur tout le territoire, à la fois régional et dans les villes. Donc, c'est assez sympa comme taille. Et effectivement, on a des mesures de vente. Alors, ils ne sont pas encore tout à fait en temps réel, mais ils existent quand même. Et nous, si vous voulez, chez Intermarché, on a cette fameuse modélisation économétrique, encore une fois, qui me permet tous les trimestres, puisque c'est fuelé par à la fois toutes les actions médias, CRM et les mécaniques promo et les ventes, les EAN, les tickets de caisse qu'on a, tous les trimestres, je vois l'impact très précisément des médias sur les ventes incrémentales qu'ils génèrent. Voilà. Ce qui fait passer finalement un département média d'une source de coût à plutôt une source de profit, ce qui est quand même intéressant pour l'avenir. Voilà. Mais on a ces deux piliers, donc cette modélisation pour la marque enseigne et puis pour le trafic acquisition. Sur le trafic acquisition, il faut que je mette des modèles d'attrib-contrib en route parce que pour l'instant, il faut qu'on trie les spaghettis sur cette partie-là. C'est très important, sinon on est un peu bougie dans le noir. Et sur la partie retail, on propose ça aux annonceurs des marques FMCG avec Infinity Advertising. On a une question intéressante sur la télé segmentée toujours, parce que les deux, vous l'utilisez comme levier un peu complémentaire à, on va dire, une campagne télé. Et on a une marque qui est intéressante, d'Amanda Sayous, qui nous dit, en gros, est-ce que vous la recommanderiez pour une marque pour mettre le pied à l'étrier avant l'utilisation de la télé linéaire, c'est-à-dire de faire des petites campagnes télé en des petits endroits pour peut-être augmenter en taille avant, après, de faire la grande campagne en télé. Alors, moi, ce que je peux répondre à ça, et c'était un peu l'exemple que je donnais avec Blédina, c'est que ça peut permettre, en tout cas, de mettre en télé des marques où la télé linéaire n'aurait été pas dans le mix, n'aurait pas été initialement. C'était le cas de nous, de Blédina, qui par exemple n'est pas en télé, et c'est grâce à la télé segmentée qu'on a remis cette marque sur de la télé, donc on a fait le test. Après, je suis pas sûre, et Hervé, François-Xavier, je voulais dire, mais ce qu'on va être capable de récupérer en termes de mesures de performance pour se dire, passons maintenant en linéaire. Du coup, ça me paraît... voilà, je ne serais pas forcément sur du test, mais... Alors, je suis d'accord avec toi, et je ne dirais pas que la télé segmentée, c'est de la petite télé.
Non, c'est Moi, de je la télé dirais, précise. voilà, les annonceurs comme toi, comme nous, on a adopté très très vite la catch-up parce qu'on avait très bien compris ce que Ouais. c'était. Et la catch-up, c'était une manière de récupérer des petits et moyens consommateurs de la télé linéaire. Bon, pour être très exact. Moi, je commencerais par plutôt tester la VOL dans son ensemble, dont la télé segmentée. C'est-à-dire que la télé segmentée, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen en plus. Donc, je la mettrais au regard d'une stratégie plutôt VOL pour voir comment ça fonctionne. Et à partir de là, et c'est surtout quelles ambitions on veut. Est-ce que c'est une marque qui veut installer sa notoriété et pour le coup, peut-être qu'on conseillerait de faire du sponsoring, peut-être qu'on pourrait, enfin, sur des grands canaux, mais considérons plutôt la VOL dans son ensemble. Et ensuite, fort des réponses, que ça fonctionne, aller sur d'autres médias. Mais je ne suis pas sûr qu'on doive dire que la télé segmentée, c'est de la petite télé, ou c'est de la télé à petite semaine. Je pense que c'est vraiment pas ça. Euh, et que voilà, demain, il faut mieux considérer la liquidité de l'audience et la manière dont on agit sur son plan média plutôt que de se dire ah ben, je vais essayer quoi, sur la télé segmentée pour voir ce que ça donne. Voilà. J'ajouterais comme ça, on voit effectivement le commentaire d'Hervé est intéressant, c'est évidemment le prisme d'un annonceur national qui active la télé segmentée pour effectivement faire de la surpression sur certaines cibles ou certaines géographies. Ça peut aussi être l'opportunité pour des annonceurs locaux, puisqu'il ne faut pas oublier que, je veux dire, les acteurs de la télévision publique, France Télé en l'occurrence, avaient déjà la possibilité de pouvoir adresser des messages publicitaires spécifiques dans certaines régions de France. En l'occurrence, certains producteurs ne sont pas distribués de façon nationale, certaines marques ne sont pas distribuées de façon nationale, certains services ne fournissent pas des services de façon nationale et la télé segmentée peut être une opportunité pour eux d'adresser leurs audiences locales à travers le prisme de la télévision. Donc oui et non, je dirais à nuancer. Du point de vue d'un annonceur national, évidemment, la télévision segmentée a une dimension nationale, mais je pense que ça peut aussi être également un moyen pour des annonceurs locaux qui n'auraient pas les moyens de faire tourner des campagnes nationales, d'adresser leurs audiences sur le support télévision. Je suis d'accord, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, François-Xavier. C'est télé adressée, segmentée, locale, mais pas que. Parce que si tu fais que ça, je suis pas sûr que tu émerges complètement et que tu donnes toute la dimension d'une sortie de marque ou d'une installation de notoriété, même à niveau local ou régional. Je pense Non, qu'il bien faut, sûr. voilà, il faut, Après, pour faut se reprendre, dire que c'est un mix. D'ailleurs, on le voit bien hein, dans les prospectus papier qu'on est en train de remplacer. Puisque vous savez que le contexte législatif et même sociétal, il nous pousse à accélérer dans ce sens. On voit bien que ce qu'on doit faire de bien, c'est de trouver le bon mix. Parce qu'un média, Oui. ça ne fonctionne. On est stimulé par 4000 messages par jour, même en local. Enfin, je veux dire, tout le monde en France, hein, on est tous stimulés par 4000 messages par jour. Et donc, pour émerger, même en local, il ne faut pas faire que de la télé segmentée, il faut considérer un mix global. Et c'est ce que tu peux faire en programmatique, bien évidemment, parce que tu n'as pas que la vidéo, hein, tu as aussi du display, tu as aussi un certain nombre de choses. Puis, j'ai envie de dire, reposons-nous sur est-ce que je veux faire de la notoriété, est-ce que je veux faire de la transformation, est-ce que je veux faire du bas de funnel. C'est quoi la question de la personne qui a... Enfin voilà, c'est quoi la stratégie qu'elle veut pour sa marque? Et c'était pas mon point hein, du tout de dire qu'il fallait faire que de la télévision segmentée. Mais effectivement, ça pouvait être une clé d'entrée. D'autre part, tu mentionnais, la télévision reste, et le device télévision, l'écran, reste un excellent moyen pour un certain nombre d'annonceurs de pouvoir justement véhiculer des émotions. Pourquoi est-ce qu'un annonceur local ne pourrait pas également, du coup, utiliser la télévision dans le cadre de son mix média pour véhiculer des messages plus émotionnels, émotifs? Il y a un autre sujet, et on a plusieurs questions dessus. Alors, on a des questions sur vos investissements en termes de TV segmentée ou la part de vos investissements en TV segmentée ou en TV digitale. Je pense que c'est sûrement une granularité dans laquelle vous ne rentrerez peut-être pas, sauf si vous avez des moi, ça ne me dérange pas de dire qu'en dessous de 60 000 € par semaine, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut vraiment y aller.
En Vous TV voyez, segmenté? Ouais, Ouais. ouais. C'est honnête. Alors, je parle en net, donc je vous dirai pas mon brut, comme ça vous, vous verrez pas à combien je l'achète. Mais en vrai, si on met pas, en fait, il y a toujours des effets cliqués en vrai, hein. Quand on fait et c'est pas à toi Anne que je vais apprendre ça, parce que même quand on fait des réseaux sociaux, du contenu, etc. Il y a un moment, il y a un investissement de ça duquel on est dans un océan et on n'est pas vu. Donc, en taille segmentée, quand on essaye de saturer correctement l'inventaire qui existe, en dessous de 60 000 euros pour l'instant, ce qui est possible de faire aujourd'hui, hein, c'est pas la peine d'y aller, hein. Voilà. Mm. On va pas saturer, si vous voulez, complètement le média aujourd'hui. Voilà. Anne, vous êtes Si je peux d'accord avec... apporter ma pierre à l'édifice. Oui, 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 c'est à peu près ça, effectivement. Je pense qu'on est dans ces ordres-là. Après, nous, comme je l'ai dit, on est encore dans du test. Donc, les Oui. montants aujourd'hui ne sont pas énormes. Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire non plus. Donc, Exactement, exactement. C'est un peu dépendant de ça. ouais, Voilà. Et alors, un des gros autres sujets sur lesquels on nous interroge visiblement, Mm. c'est évidemment l'arrivée de la VOD. Qu'est-ce que vous, en tant qu'annonceur, déjà, est-ce qu'ils sont venus toquer à votre porte ou pas? Et comment vous observez? Alors, on a assez peu d'infos. Alors, dans les médias, on a eu un prix au CPM qui était d'abord de 65, puis descendu à 49 euros le CPM, visiblement. Encore une fois, c'est de la presse. Ça n'a rien d'officiel vraiment, mais bon, on sait que ça sera très cher. On sait que ça sera très cher. Donc, comment vous regardez, vous, l'arrivée de cette offre? Ouais, alors évidemment, on la regarde, on suit ça avec attention chaque jour qui passe, puisque de nouvelles infos tombent tous les jours. Non, mais il y a une audience qui est intéressante, évidemment. On sait que du temps d'écoute a été mis de la télé linéaire vers ces plateformes. Donc voilà, c'est des gens qu'on peut aller toucher et qui nous intéressent. Par contre, on ne le fera pas à n'importe quel prix. Et pour le coup, je pense que là, non, mais objectivement, on est sur des plateformes qui se sont lancées très très vite sur trouver un modèle à commercialiser, et on n'est pas allé au fond, enfin, qui n'est pas encore aujourd'hui au bout de la réflexion pour qu'on se sente prêt à y aller et qu'on soit rassuré. Aujourd'hui, on a des grandes questions sur quelle audience, comment ça va évoluer, qui vont être les gens qui vont passer sur ces modèles-là, quel type de ciblage on va pouvoir faire, parce que pour l'instant, ce qui est proposé, on n'est quand même pas dans une grande granularité. Donc, ouais, quelle montée en puissance, quel ciblage, quelles mesures. Aujourd'hui, voilà, on entend qu'il n'y a pas de tiers qui viendront. Voilà. Il y en a qui commencent à être évoqués, mais il n'y a pas vraiment de tiers qui viennent mesurer. Alors, c'est quand même un peu problématique. Voilà, donc bon, objectivement pour moi aujourd'hui, il y a trop d'inconnus encore pour pouvoir se positionner, et surtout qu'on est dans ce qu'on voit pour l'instant sur des demandes d'engagement dans la durée. C'est-à-dire que si voilà, on vient sur la plateforme, on nous demande de le faire dans la durée, et je trouve qu'il y a un petit peu trop de l'équation, il y a un peu contraintes. trop d'inconnus aujourd'hui et de contraintes pour nous rassurer sur le fait d'y aller. Par contre, on le suit, et j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente, parce que je pense qu'il y a des choses à tester. Et après, je pense qu'au-delà de juste le modèle publicitaire qui sera mis en place, je pense que la créativité des publicités qu'on passera sur ces plateformes sera aussi un enjeu. Et ça, pour moi, je pense qu'on le sous-estime aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que passer un spot à la télé sur Netflix fonctionnera, et je pense que jouer sur la créativité de nos messages et de nos créas sera quelque chose de clé pour émerger, pour attirer D'ailleurs, l'attention, etc. Oui. dans un récent article qui est paru ce matin, ils évoquaient la possibilité que le format soit revu à la baisse en étant plus court et s'apparentant davantage à des formats publicitaires qu'on pourrait voir sur des plateformes vidéo telles que YouTube. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la réponse à la remarque d'Anne, notamment sur le prix affiché? Moi, je rejoindrais Anne sur un point qui me semble essentiel, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu un transfert des audiences de la télévision linéaire vers ces plateformes-là, mais il y a un grand point d'interrogation, c'est quelle sera la part de cette audience qui a transféré, qui acceptera d'être exposée à de la publicité. Oui, parce que comme le modèle, c'est du contenu contre quelque chose de payant. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a expliqué sur le freemium, sur les marques de presse, par exemple, là, ça s'écroule comme un château de cartes. Donc, je vous rejoins tous les deux. Je dirais même qu'il est urgent que ces plateformes se dotent d'un très bon directeur marketing, ou en tout cas de quelqu'un qui fasse un audit de ce qui se passe sur le marché français, tant en termes de coût d'accès que en termes... Parce que proposer un CPM à 49 euros, c'est-à-dire dans un rapport de 1 à 25 ou 1 à 10 par rapport à ce qu'on achète déjà, c'est un peu audacieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait auparavant. Et deuxièmement, si on a ce delta de prix, est-ce qu'on a le delta d'efficacité qui va en face?
C'est moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, si je peux me Voilà. permettre de rebondir, c'est que en fait, peu importe le coût, in fine, si derrière on a quelque chose qui justifie ce coût, très bien. Mais là, J'ai aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, d'où l'équation. j'ai retiré des annonceurs D'accord. avec qui j'avais fait des tests parce qu'ils me disaient je te vends ma data 50% plus cher que celle du marché. Et je leur ai dit si cette data n'est pas 50% ou voire plus que 50% plus efficace que celle que j'achète avec d'autres éditeurs, je vois pas pourquoi je te garderais. Vous voyez, on est quand même pas des Saint-Bernard. On est là pour ou des Samaritains. On est là pour faire avancer nos marques, pour qu'elles soient exposées dans un bon univers avec des gens qui branchent les tuyaux de manière safe et qui raffinent aussi. Parce que François-Xavier, l'intérêt aussi de passer par le programmatique, c'est que tu peux aussi raffiner en amont quelque part les inventaires qu'on va adresser. Sur des techniques soit ID ou des techniques de data ou des techniques plus d'intelligence artificielle autour des NLP, hein, des Natural Language Processing par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment la valeur ajoutée du programmatique. Bon, aller sur ces plateformes programmatiques, très bien, mais pour quelle efficacité? Et oui, pourvu, enfin, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi, je regarde quand même un peu le flacon. Hein. Enfin, je vais pas acheter ça à 100, 200 euros. Hein. À moins que le marché ait vraiment explosé entre-temps, je fais quand même attention, vous voyez, parce qu'on a des rapports et on a de l'efficacité sur les ventes. Donc forcément, nous, on le rapporte à ça. Je crois qu'un des travers des plateformes actuelles, c'est qu'elles envisagent le média comme un marché global, mais notamment le média télévisuel comme un marché global. Alors, c'est un marché extrêmement local et le point de vue exprimé par Anne et Hervé l'illustre. Ce qui se passe aux États-Unis est totalement différent. Et en fait, la réalité, c'est qu'aux États-Unis, le coût d'accès à la télévision est extrêmement élevé. On a vu une inversion des courbes entre la consommation télélinéaire et le streaming qui fait qu'aujourd'hui, les audiences ont fui la télévision linéaire. Et donc, le seul moyen pour les annonceurs, c'est d'aller vers le streaming. Et cette justification en termes de prix ou de stratégie de Netflix, pour ne pas les citer, c'est une stratégie globale. Et on voit bien, et Hervé le disait, il est temps qu'ils connaissent le marché, parce que le marché des médias est un marché local. Et ce qui se passe aux États-Unis n'est pas ce qui se passe en France. Les enjeux des annonceurs américains ne sont pas les enjeux des annonceurs français. Et le paysage médiatique français n'est pas le paysage américain. Donc effectivement, il y a une nécessité d'adapter l'offre. Pour autant, je pense qu'il y a une place pour tous les canaux, qu'il y a une audience qui se retrouvera sur cette plateforme-là, qui aura un intérêt pour les annonceurs français. La question, c'est effectivement à quel prix, quelle audience, dans quelles conditions, avec quel message. Et quelle acceptabilité de la publicité dans un modèle où ils payent déjà? Parce que quand même, hein, et Anne, tu l'as soulevé, je paye pour pas avoir de pub et pour avoir du contenu. Visiblement, c'est pas suffisant pour que leur business model soit pérenne parce qu'il y a quand même du désabonnement, hein, enfin, mondial. Donc la solution, c'est de dire ah bah tiens, on va remettre un peu de pub, sauf qu'on peut pas le faire à n'importe quel prix. Hein, et donc ça s'anticipe, ça se regarde, ça se jauge et ça se fait. Alors j'imagine qu'il y a quand même eu des études, il y a quand même eu des interrogations autour de gens dans des salles dans le noir, hein, pour qu'il émerge quelque chose. Mais quand même, le marché américain est très différent du marché européen et du marché français, où la télévision est un des plus compliqués d'Europe, dans ses CGV, dans son approche, et dans pas de ses habitudes, mais dans son... Vous voyez, même si on veut aujourd'hui fusionner deux chaînes nationales, on n'y arrive pas. Bon, donc il y a de la résistance, hein, en France. Donc il faut qu'ils lisent Tintin, ou alors peut-être plus Astérix, et puis après ils comprendront. Est-ce que, François-Xavier, on a des informations sur leur volonté de s'intégrer, ne serait-ce que dans un schéma Parce qu'on l'a dit, l'important, c'est d'avoir aussi une vision unifiée de tous ces médias. Anne nous le disait qu'elle réfléchit vraiment de manière générale, et puis tous les canaux viennent, enfin, la volonté globale est de trouver une cible quelque part. Vous avez l'EU ID, où le but, c'est de mesurer justement et de réconcilier un peu toutes les cibles entre tous ces canaux-là. Est-ce qu'on sait comment ces plateformes, que ce soit Netflix dont on a parlé ou même les autres, voilà, de s'intégrer aussi dans ces schémas? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Comment ça se passe? Alors, j'ai une bonne nouvelle, effectivement, cette volonté de réconcilier, on l'a pris en considération chez The Trade Desk. On a été effectivement moteur
autour d'une initiative qui s'appelle Unified ID aux États-Unis et EUID en Europe, puisqu'effectivement, le régulateur ayant des exigences différentes, une fois de plus, les marchés ne sont pas les mêmes. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'adapter aux contraintes des marchés. Oui, j'ai envie de dire, ces plateformes en ont pris conscience, mais l'ensemble du marché en a pris conscience de l'importance de l'uniformisation de la mesure, du ciblage, etc. etc. Donc aujourd'hui, Unified ID est lancé aux États-Unis. On est en passe de le lancer également en Europe. Et oui, ces plateformes, pour ne pas la citer, Disney, avec qui on a pu monter un partenariat global autour de Unified ID, a souhaité faire partie de cette initiative. En réalité, cette initiative, elle est pas fermée, elle est ouverte à tout le monde. Elle a pour but de proposer à l'Open Internet, on a beaucoup parlé des GAMAM ou des GAFAM, première fois que j'utilise le terme GAMAM, mais voilà. Il faut faire un vœu. Il faut faire un vœu. Je croise les doigts, je fais un vœu, je touche du bois. Non, mais effectivement, on a beaucoup parlé des GAFA qui nous imposent finalement un peu leur tempo. Il est temps que l'Open Internet et que les acteurs indépendants également s'organisent, se mettent en ordre de marche. C'est la volonté de The Trade Desk et d'être moteur dans cette démarche-là, notamment avec Unified ID. Il ne faut pas oublier quand même que plus de 60%, 70% quasiment du temps passé par les internautes se fait sur l'Open Internet. Et à contrario, quasiment 60 à 70% des dépenses publicitaires de nos amis annonceurs vont vers les GAFA. Donc il y a une dichotomie entre le temps passé et les investissements médias qu'il faut rééquilibrer. Et j'ai envie de dire, elle est de notre responsabilité aussi à nous, acteurs de l'Internet ouvert, de s'organiser, de proposer, d'avoir une proposition de valeur unifiée, homogène, pour que nos amis annonceurs se sentent à l'aise quant à rééquilibrer leurs investissements vers l'Open Internet. Et pour reprendre tes propos, Hervé, effectivement, l'importance également de défendre le journalisme libre et la liberté d'expression, c'est également de garder une pluralité de l'information et de permettre à nos amis journalistes de pouvoir continuer à vivre de leur métier. Et pour ceux, il est important qu'ils puissent être rémunérés par la publicité notamment qui est diffusée sur leur site. Bah, écoute, on est très à l'aise par rapport à ça parce que oui, je sais, mais c'est très important de le rappeler. On fait travailler notre agence média en méta DSP. C'est bien la raison pour laquelle on a beaucoup testé ta solution technique parce que justement, chaque DSP a des qualités et on se repose la question à chaque campagne. Et justement, Intermarché est assez soucieuse et très soucieux effectivement de l'utilisation des DSP et de ne pas tout mettre dans le même panier, de bien vérifier est-ce que Trade Desk peut concurrencer DV sur certains et être plus performant que les outils des plateformes américaines. C'est intéressant et on y va. Voilà. Parfait. Et on en est ravis, Hervé. Merci à tous. On a dépassé depuis longuement le temps imparti, mais c'était absolument passionnant, surtout que c'était, comme on le disait dès l'introduction, des sujets brûlants d'actualité qui ont besoin d'échanges et qui ont besoin de clarification. Je pense que tout le monde se pose des questions. Et donc, voilà. Merci à tous pour votre précieux temps. On nous demande les réponses au sondage. Est-ce que Romain peut-être peut nous les réafficher, histoire qu'on voit un peu notamment sur les perspectives. Voilà. Alors, on voit qu'en majeure partie, c'était le tourisme qui était présent, même si j'ai noté qu'il manquait, et nous ferons attention la prochaine fois, on aurait dit mettre banque assurance, il nous manquait tout le secteur bancaire, et le secteur du divertissement qui était présent aussi aujourd'hui. Donc, globalement, on voit que la majeure partie des gens n'en sont qu'à quelques tests et ne sont pas. Alors après, peut-être que ceux qui font 100% ne viennent pas au webinaire stratégie. Concernant ce qui empêche de développer les investissements en téléconnectés, ça reste à l'heure actuelle le manque de reach qui est devant le manque d'expérience. C'est pas le manque de budget, donc bonne nouvelle pour les médias. Est-ce que le marché qu'est-ce qu'il doit améliorer en termes de TV connectée? Ce sont les outils de mesure et la qualité de la donnée de ciblage. On a vu que c'était effectivement les questions que les annonceurs se posaient.
Et est-ce que les gens comptent augmenter les investissements en TV connectée? On voit oui, plutôt largement en tête d'ailleurs. Donc ce sera plutôt soit le même, soit beaucoup d'augmentation du budget en TV connectée, ce qui est de très bon augure pour tous les acteurs de ce marché. Et nous avons 28% de répondants aujourd'hui, ce qui fait un peu moins de 100 personnes. Voilà. Merci beaucoup à vous de votre participation. Merci à tous les trois de vos échanges passionnants et merci à tout le public. On vous souhaite un bon appétit et on vous dit à une prochaine pour ces conférences stratégie. Vous pourrez trouver le replay. On remercie Romain qui était à la régie. On remercie toutes les équipes, Andreas, Rebecca de The Trade Desk aussi qui ont participé et les équipes de stratégie, Julie, Ludivine et Moira. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. À bientôt.